Bonjour, bienvenue donc à cette conférence qui va porter donc sur le mécénat d'entreprise, intérêt général et avantages particuliers pour l'entreprise. Je remercie tout d'abord la CCI de Villefranche de nous avoir invités et permis de vous présenter cette conférence qui va se passer en deux temps. Je vais donc d'abord laisser la parole à Maître Bustren, que je remercie également d'avoir accepté mon invitation pour venir vous parler effectivement du mécénat d'entreprise. Maître Bustren du cabinet Del Sol est un expert de ces questions et effectivement il vient de faire paraître récemment un guide pratique du mécénat d'entreprise, donc il est un des mieux placés sur effectivement la région pour venir traiter ces sujets. Je compléterai son propos ensuite d'un cas concret, puisque je suis délégué général de la Fondation Neurodis et nous avons la chance dans nos partenariats d'avoir un mécénat d'une entreprise bancaire, d'un groupe bancaire, et je vous expliquerai un petit peu comment les choses se sont faites et les avantages pour l'entreprise, voilà, que cette entreprise a trouvé à faire un mécénat et à soutenir les activités de notre fondation. Laurent, je te laisse la parole d'abord pour l'aspect un peu théorique. Très bien, bah écoutez, merci Claire, et puis merci à vous d'être venus aussi nombreux. La foule est en liesse dans la salle, c'est merveilleux. Effectivement, pour reprendre les propos de Claire, je vais vous faire un exposé sur le contexte juridique et fiscal du mécénat d'entreprise et de voir finalement en quoi ça peut correspondre à une action et un engagement de votre entreprise. Alors, et aussi, parce que je vois que dans la salle, manifestement, il n'y a pas que des chefs d'entreprise, mais je crois que bien comprendre la problématique de l'entreprise mécène, c'est aussi une façon d'aller la voir pour solliciter son mécénat. Et effectivement, je pense que c'est peut-être le point de départ de notre réflexion, c'est que le mécénat, c'est sa vocation à venir financer des missions d'intérêt général, et c'est une rencontre entre un mécène et une action à financer, et il faut savoir communiquer sur ces deux aspects. Alors, du coup, tout à l'heure, le secrétaire général de la CCI, quand il était au micro, disait que vous cherchez à gagner de l'argent en tant qu'entreprise, ou en tout cas à réduire les coûts de vos fonctionnements. C'est vrai que nous, avec Claire, on va plutôt vous parler de dépenser de l'argent, mais de le dépenser utilement et de le dépenser intelligemment. Et finalement, quand tout à l'heure, le secrétaire général vous disait que le mécénat pouvait vous permettre de gagner de l'argent, c'est pas forcément tout à fait vrai, mais en tout cas, indirectement, en termes de notoriété pour l'entreprise, ça peut être quelque chose de totalement essentiel pour bien vivre dans son environnement social, économique et avec ses partenaires. Et c'est un petit peu finalement ce que je vais essayer de faire ressortir avec vous. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que le mécénat d'entreprise, et c'est aussi ce qui a justifié aujourd'hui la rédaction de cet ouvrage que j'ai fait avec un de mes collaborateurs et dont Claire assurait tout à l'heure la présentation, c'est quelque chose qui est manifestement très à la mode. Et que, comme tous les phénomènes de mode, si vous ne faites pas du mécénat, on commence à vous montrer du doigt en vous disant mais non, mais pourquoi toi tu ne le fais pas ? Nous on le fait, on finance telle action, etc. Alors même qu'il y a 10 ou 15 ans, c'était quelque chose qui était relativement peu usité, ou en tout cas qui était l'apanage des grandes entreprises. Aujourd'hui, à travers les régimes juridiques et les régimes fiscaux incitatifs du mécénat d'entreprise, c'est vrai que toutes les entreprises peuvent avoir un intérêt à financer une action d'intérêt général, un intérêt évidemment personnel par conviction, mais aussi lier cet intérêt à celui de l'entreprise. Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'il y a une contradiction de principe entre la définition même de l'entreprise et la définition du mécénat. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez la définition de l'entreprise, c'est une définition qui se trouve dans le Code civil, aussi étonnant que ça puisse paraître, on nous dit que l'entreprise,
est constitué pour réaliser des bénéfices ou une économie. C'est-à-dire que la finalité de l'entreprise, c'est de réaliser des bénéfices ou une économie. Alors que le mécénat, c'est un soutien en numéraire ou en nature qui résulte d'une intention libérale et qui est effectué sans contrepartie. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise va faire une opération de mécénat et qu'elle va donner un bien qui vaut 100 ou une somme d'argent, eh bien, logiquement, par définition même du mécénat, elle sera plus pauvre à la fin de l'opération de mécénat qu'avant. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier cette contradiction entre la définition de l'entreprise, qui est de réaliser un bénéfice ou une économie, et la définition du mécénat, qui suppose un appauvrissement? Ce n'est pas dans la logique de l'entreprise. Et c'est vrai qu'une entreprise, en plus, ne peut intervenir que dans le cadre de la réalisation de son objet social. C'est-à-dire, j'ai en face de moi le stand de Citroën. Citroën, il vend des voitures Citroën. La caisse d'épargne qui est à côté, elle vend des prêts, etc. Qu'est-ce qui fait que Citroën va venir mécéner, je ne sais pas moi, le SDIS ou une action philanthropique dans le domaine culturel ou autre, alors que ça ne relève pas de son objet social? Eh bien, c'est toute cette contradiction qu'il appartient à l'entreprise de surmonter en premier lieu pour justifier finalement que même en réalisant une opération de mécénat, elle va intervenir dans le champ de la réalisation de son intérêt social. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que lorsque l'entreprise se dit « Pourquoi est-ce que je vais venir financer une mission d'intérêt général ?», elle doit se poser la question de savoir quel est l'intérêt qu'elle a de financer cette mission et de s'appauvrir pour ça. Et elle doit se poser la question de savoir si finalement, en termes de notoriété, ça n'aura pas une retombée sur son environnement, si ce n'est pas une façon de montrer à ses clients et à ses fournisseurs qu'on est une entreprise citoyenne et que parce qu'on est une entreprise citoyenne, finalement, on a une valeur ajoutée que les autres n'ont pas. Et c'est aujourd'hui autour de ça et de cette réflexion que le mécénat d'entreprise se construit. Ainsi, oui, il y a toujours un exemple qui me vient à l'esprit qui est très emblématique, vous l'avez à l'esprit aussi forcément, même s'il est un petit peu ancien, c'est lorsque l'entreprise Vinci finance la rénovation de la Galerie des Glaces au château de Versailles. Je ne sais pas combien ça a coûté à l'entreprise Vinci, mais c'était une vraie opération de mécénat. L'entreprise Vinci a dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros pour rénover la Galerie des Glaces. Et elle s'est appauvrie, parce qu'elle n'a pas acheté une opération de communication, ni quoi que ce soit. Mais en même temps, alors même qu'elle n'est pas allée avoir une agence de communication pour dire « dites que Vinci est la meilleure entreprise de travaux publics dans le monde et qu'on fait les plus belles routes qui soient », eh bien, en faisant cette opération de mécénat, Vinci a associé son nom à un chevron de l'architecture mondiale et un exemple de l'excellence française. Et aujourd'hui, je pense que cette entreprise est ressortie grandie de cette opération de mécénat et que la contrepartie indirecte de cette opération de mécénat est sûrement beaucoup plus importante que si l'entreprise Vinci avait dû dépenser la même somme ou 3 ou 4 fois la même somme dans une opération de communication pour démontrer que c'était une entreprise à forte valeur ajoutée. Et en fait, cet exemple montre que le mécénat peut avoir des contreparties indirectes qui sont au moins aussi importantes, si ce n'est plus importantes, qu'une opération de sponsoring. Aujourd'hui, et je le vois également dans mon activité professionnelle, tous les grands groupes, évidemment, ont leur fondation, ont leur action de mécénat, et c'est aujourd'hui un moyen pour ces entreprises de recruter. Parce que quand elles font le tour des grandes écoles, eh bien, c'est pas eux qui disent, c'est pas les étudiants qui disent j'ai envie d'aller bosser chez vous. C'est les grandes entreprises qui disent venez bosser chez moi. Et ils disent mais comment je vais attirer les étudiants? Et aujourd'hui, la communication des entreprises sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, en disant qu'est-ce que je fais pour être un acteur citoyen, plus écolo, plus social, plus culturel,
fait que je vais attirer des meilleurs talents et mieux communiquer. Et ça, cette dimension est rentrée dans l'esprit d'abord des grandes entreprises et aujourd'hui de tout le tissu économique et de tout type d'entreprise. Avant, c'est vrai qu'on travaillait essentiellement sur des grandes PME et des grands groupes. Aujourd'hui, on voit que toutes les structures, même localement, dans les villages, moi j'habite dans le Beaujolais, à Saint-Véran, l'artisan du coin va pouvoir avoir la possibilité de faire du mécénat pour communiquer sur sa présence dans son territoire. Et ça, il le fait évidemment aussi pour la réalisation de son objet social. En même temps, le mécénat, du coup, ne doit pas être confondu avec une autre notion, qui est celle du parrainage ou sponsoring, où finalement, là, on est dans la logique où on achète une prestation de communication et où on est dans un échange économique. Quand on fait une opération de mécénat, on doit bien effectivement donner sans en attendre une contrepartie directe. La contrepartie ne peut être qu'indirecte. Alors que dans le cadre du parrainage, on achète une prestation de communication. On est dans une logique qui est une logique complètement différente. Et c'est ça qui doit être construit en amont. Pourquoi ? Bien parce qu'aujourd'hui, pour inciter au développement du mécénat, les pouvoirs publics ont, et ça date de 2003, créé ce qu'on appelle un régime fiscal de faveur du mécénat. Alors, ce régime fiscal de faveur du mécénat, attendez, je vais aller tout de suite sur la diapositive. Ce régime fiscal de faveur du mécénat pour les entreprises permet aux entreprises, lorsqu'elles font un don de 100, de bénéficier d'une réduction d'impôt qui représente 60% du montant du don, dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires, ou 0,5%. Ce qui veut dire que quand vous faites un don de 100, dans la limite de 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires, ce don ne va coûter effectivement que 40 à l'entreprise. Donc finalement, l'effort pour l'entreprise reste relativement marginal, pas marginal, puisque ça représente quand même 40% de la somme qui est donnée. Donc il y a un appauvrissement de l'entreprise à hauteur de 40%. Mais si on prend en considération le don qui est effectué à hauteur de 40% de coût effectif pour l'entreprise par rapport aux retombées indirectes qu'on est en droit d'attendre de cette intervention de l'entreprise dans le domaine du mécénat, au titre de sa responsabilité sociétale, eh bien, finalement, on se rend compte que bien souvent, le coût, l'effort financier reste relativement marginal. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on a ces avantages fiscaux, c'est parce qu'aujourd'hui, tout ce qui a trait à la responsabilité sociétale de l'entreprise se développe et est mis à la disposition de tout type d'entreprise, que le mécénat d'entreprise concerne aussi bien le grand groupe que l'entreprise locale. Après, ce qu'il faut, c'est ce que je disais en introduction de mon propos, c'est une rencontre entre un mécène et une action d'intérêt général. Et là, l'administration fiscale nous donne finalement une règle du jeu à respecter, qui est de dire que tout ne peut pas être mécéné parce que tout ne relève pas de l'intérêt général. Et le Code général des impôts nous dit que peuvent être mécénées des activités philanthropiques, éducatives, sociales, familiales, humanitaires, scientifiques, sportives, culturelles, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. C'est l'essentiel de ce qui relève du champ du mécénat, mais vous voyez que finalement les champs d'intervention entre ce qui est social, éducatif, scientifique, culturel, familial est juste énorme, essentiel, et participe finalement aux activités de nos territoires, et que toutes les entreprises dans son environnement ou à travers ses salariés peut être amenée à rencontrer, à vouloir intervenir dans le champ du mécénat à travers ces différentes actions qu'il est possible aujourd'hui de venir financer. Ce qu'il faut juste de ce point de vue, c'est que l'entreprise vienne s'assurer que effectivement
la structure qu'elle va venir financer relève bien du champ de l'intérêt général. L'entreprise n'a pas vocation à se substituer à l'administration fiscale pour faire un audit fiscal de la structure, hein. Elle doit juste lui demander tout simplement un reçu d'attestation de dons aux œuvres pour s'assurer que finalement elle rentre bien dans le champ de l'intérêt général. Donc vous voyez, ça n'a pas vocation à être l'apanage forcément des grandes entreprises. Alors après, on peut construire sa démarche de mécénat, hein, de façon plus ou moins simple. Il y a différents... attendez, zut, je ne sais pas pourquoi j'appuie par là alors qu'il faut appuyer par là. On a différentes structures qui permettent de construire sa démarche de mécénat, mais évidemment, l'entreprise locale ou la petite et moyenne entreprise ne va pas créer sa fondation, ne va pas créer son association dédiée, ne va pas créer son fonds de dotation. Elle a la possibilité de le faire, hein. Toutes ces structures existent et c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont créé leur fondation d'entreprise, leur fonds de dotation, mais très clairement, ça suppose que l'entreprise construise sa démarche de mécénat et une vision à long terme de ce qu'elle veut faire dans ce sens-là et des budgets qu'elle veut y associer. En revanche, si l'entreprise veut se mettre en quelque sorte le pied à l'étrier sur ce type d'activité, le plus simple est de réaliser des dons directs à des œuvres d'intérêt général. Et je le rappelle, je ne sais pas si je l'ai signalé tout à l'heure, ces dons peuvent évidemment être des dons en numéraire, mais aussi, et ça c'est extrêmement important, des dons en nature. C'est-à-dire que lorsque vous produisez quelque chose, eh bien, à un moment donné, vous pouvez faire don d'une partie de votre production surnuméraire ou de biens que vous avez en stock, de vieux ordinateurs ou de vieux matériel de bureau dont vous n'avez plus forcément la disposition. Eh bien, c'est une façon finalement de redonner quelque part une valeur à ce matériel pour réaliser une mission d'intérêt général, parce que je pense que vous trouverez certainement quelqu'un à qui ça pourra rendre service. Voilà, donc pour conclure là-dessus, avant de passer la parole à Claire qui part de son expérience en ce domaine, c'est de dire que c'est vraiment à la fois à la portée de toutes les entreprises, que ce n'est pas un dispositif qui est compliqué à mettre en œuvre, que fiscalement on peut atténuer assez significativement le coût attaché à la mission d'intérêt général, et que c'est une bonne façon pour l'entreprise de rajouter de la valeur ajoutée à son image, à ses équipes, et donner du sens un peu différemment de ce qu'elle a l'habitude de faire. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent de cette synthèse, vraiment dans un temps vraiment concis, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à traiter et à développer, mais tu as su faire effectivement une synthèse rapide et vraiment sortir et présenter la quintessence de ce qu'est le mécénat d'entreprise et de sa valeur pour les entreprises. On va passer au deuxième diaporama. Je vais vous illustrer donc tout ce que vient de vous dire Maître Budstren, effectivement par un cas concret qui concerne donc ma fondation. Simplement, rapidement, pour vous présenter, parce que sinon, effectivement, il faut qu'on fasse le lien entre la structure d'accueil et le mécène. Donc, pour vous dire ce qu'est la fondation Neurodis, nous sommes une fondation dédiée à la recherche sur le cerveau. Nous avons une particularité, c'est que nous sommes implantés sur le territoire Rhône-Alpes-Auvergne et que donc, notamment, nous travaillons en relation avec les chercheurs et les médecins des 4 sites que sont Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, parce que c'est là où il y a des sites hospitalo-universitaires. Mais en fait, on travaille avec toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc, on a une implantation et, je dirais, une identité territoriale forte. Ensuite, à quoi on s'intéresse ? Eh bien, on s'intéresse à l'ensemble des maladies neurologiques et des questions concernant le cerveau, les maladies neurodégénératives qui sont les plus connues, souvent Alzheimer, Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux, tout ce qui concerne également la douleur centrale, les
les épilepsies, mais également les handicaps sensoriels, que ce soit les handicaps de la vision, de l'audition, donc de l'olfaction, donc tous les handicaps liés à des sens, et puis aussi le volet très important, le volet des troubles psychiatriques, de tout ce qui est le comportement social et de tout ce qui peut perturber le comportement social des individus. Nos missions générales, et là aussi c'est important, vous le verrez par la suite, l'objectif de la Fondation Neurodis, c'est de véritablement favoriser l'attractivité du territoire Rhône-Alpes-Auvergne en ayant des programmes d'accueil de chercheurs étrangers sur ce territoire et donc en faisant venir sur notre territoire Rhône-Alpes-Auvergne des compétences de chercheurs ou de médecins. Mais c'est également en parallèle, je dirais en miroir, de s'ouvrir à l'international et d'ouvrir la recherche régionale sur l'international, en nouant des partenariats avec d'autres centres de recherche à l'international, et puis en ayant toujours en objectif de financer des recherches dont le but est l'innovation médicale et technologique. Et ça, je crois que la meilleure preuve que je peux vous en donner, c'est tout simplement de vous inviter à aller voir le pôle d'animation, parce que quand je parle d'innovation médicale et technologique, c'est la réalité virtuelle qui est ici à votre disposition. Ce sont les interfaces cerveau-machine qui vous permettent de commander une action uniquement par la pensée. C'est cela qui nous anime et qui nous occupe. Alors, nous avons un partenariat effectivement, et je vais illustrer le mécénat d'entreprise avec le CIC Lyonnaise de Banque qui, depuis 4 ans, effectivement, mécène la Fondation Neurodis. Alors pourquoi ce groupe bancaire? Comme le disait Laurent tout à l'heure, effectivement, c'est une banque, ils vendent du crédit, ils vendent des produits bancaires, ils sont dans la finance, et ils peuvent paraître être assez loin, effectivement, de la recherche sur le cerveau. Cela étant, effectivement, ce mécénat que nous avons de CIC Lyonnaise de Banque, c'est vrai qu'il est établi d'abord sur des relations précédentes que nous avions, des relations tout simplement, il faut le dire, clients-fournisseurs. Donc, effectivement, c'est une banque qui nous connaissait et que, effectivement, avec qui nous étions en relation. Donc, nous avions un lien avec cet établissement bancaire. Nous partageons ensuite, effectivement, avec le CIC Lyonnaise de Banque, qui est une banque de réseau à fort ancrage territorial, cette empreinte et cette marque d'identité territoriale. Cela étant, je crois que la CIC Lyonnaise de Banque, chacun, je pense d'abord à des actions de mécénat qu'ils ont dans le domaine culturel. C'est une banque qui investit beaucoup dans le soutien à des opérations culturelles. Ils ont été effectivement du groupe de mécènes qui a permis l'achat du tableau Nicolas Poussin La fuite en Égypte, effectivement. Ils mécènent régulièrement des festivals de musique, des festivals artistiques. Donc, ils sont très connus dans le domaine du mécénat culturel. Donc, ça, c'était un petit peu un écueil au départ pour nous, mais on a su le franchir. Ce qui est important aussi dans ces relations entreprises-mécènes, et c'est là où, effectivement, par rapport, effectivement, les grands groupes sont importants, mais l'intérêt aussi des entreprises, je dirais, PME, TPE, ETI, c'est aussi effectivement la capacité à décider à l'échelon local, parce que ça, c'est important aussi de trouver des partenaires qui ont la capacité de décider à l'échelon local. Alors au fil des discussions, parce qu'effectivement il faut discuter, il faut se présenter, il faut se faire connaître, il faut établir une relation de confiance. Au fil des discussions avec le CIC Lyonnaise de Banque, nous avons trouvé des points de convergence forts entre leurs activités et Neurodis. Tout d'abord, effectivement, ils ont bien compris que les maladies du cerveau, elles concernent beaucoup de monde, elles concernent tout le monde. Tout le monde est concerné par, à un moment ou à un autre, une maladie du cerveau, et que donc ça concernait leurs clients, ça concernait leur personnel, ça concernait la famille de leur personnel et de leurs clients. Voilà. Donc autour d'eux, finalement, tout le monde était, et eux-mêmes, tout le monde était concerné par les maladies neurologiques. Ils ont été également, effectivement, ils ont pointé que, comme nous, effectivement, leur ancrage territorial était fort et que le fait que dans notre mission, l'attractivité du territoire soit une de nos missions principales, eh bien, effectivement, comme ils défendent également ce territoire régional, effectivement, ils étaient assez intéressés par ce que nous faisions et enclins à nous soutenir pour pouvoir le faire
de manière encore plus forte. Et du coup, effectivement, donc la proposition est née de leur proposer de créer une chaire qui porte le nom de l'entreprise. Donc c'est une chaire qui s'appelle la chaire CIC, cerveau et santé mentale. Et c'est une chaire donc, qui permet d'apporter des moyens à la Fondation Neurodys pour mener à bien nos missions, et notamment la mission d'intérêt partagé d'attractivité du territoire. Rapidement, pour vous dire en quoi consiste cette chaire CIC, cerveau et santé mentale, elle nous permet d'accueillir des chercheurs experts internationaux sur des courts séjours de 1 à 3 mois dans les laboratoires de recherche de Lyon, notamment pour venir, je dirais, renforcer les compétences et l'expertise de nos chercheurs. Donc, effectivement, nous avons une convention, du coup nous avons fait avec le CIC une convention de mécénat, une convention pluriannuelle. C'est important de s'engager dans la durée, Laurent l'a dit, parce que notamment dans nos activités effectivement de recherche, la recherche prend parfois du temps, donc c'est important pour nous d'avoir effectivement des mécénats qui s'inscrivent dans la durée. Donc nous avons une convention de mécénat qui a été conclue pour 3 ans en 2012 et que le CIC Lyonnaise de Banque vient de nous confirmer pour un nouveau renouvellement de 3 ans. Elle nous permet d'inviter donc 3-4 experts sur des séjours de 3 mois, 3-4 experts par an. La relation, je dirais qu'une fois qu'on a établi la relation avec notre partenaire, le CIC Lyonnaise de Banque, ils ont bien compris qu'effectivement la Fondation Neurodys avait un programme d'action et effectivement que eux, leur métier, ça n'était pas de nous dire qui nous devions inviter ou dans quel laboratoire nous devions inviter un chercheur. Donc nous avons une liberté d'invitation bien sûr à la Fondation Neurodys. La confiance effectivement est totale et ils nous font totalement confiance pour mener à bien nos actions. Mais donc ça nous permet effectivement d'avoir des invités de prestige, des chercheurs et des médecins qui viennent renforcer les équipes locales. Alors, effectivement, un point important, parce que Laurent a dit, le mécénat, effectivement, pour une entreprise doit être, il n'y a pas de contrepartie directe, mais je crois qu'effectivement, il y a des contreparties indirectes qui peuvent être tout à fait établies. En l'occurrence, dans cette chaire CIC, cerveau et santé mentale, les contreparties sont sous forme de conférences que nos chercheurs font régulièrement auprès de la clientèle du CIC Lyonnaise de Banque. Donc nous allons au sein du CIC assurer des conférences pour leur parler de sujets que nous définissons d'un commun accord, qui peuvent être des sujets d'intérêt pour des entreprises, mais ou des sujets traitant de la maladie neurologique. Le CIC Lyonnaise de Banque bien évidemment valorise le mécénat en faveur de la recherche médicale dans sa communication interne et externe. Nous, bien sûr, nous communiquons également, comme je le fais aujourd'hui, sur le mécénat auprès de nous de cette banque. Et puis, du coup, la relation de confiance aussi fait que bien nous invitons régulièrement tous les responsables de notre partenaire à tous les événements que nous pouvons créer ou auxquels nous participons en termes d'inauguration de laboratoires, en termes de conférences, en termes de salons. Voilà, donc je crois que manifestement, et le renouvellement, je dirais, que le CIC a témoigné auprès de nous, nous a renforcé dans l'idée qu'effectivement, pour eux, c'était important de soutenir la recherche sur le cerveau dans le territoire régional, de nous permettre de effectivement conserver notre attractivité auprès de chercheurs internationaux. Voilà, et ce sont je dirais, les fondements de notre mécénat. On est à votre disposition tous les deux si on a un petit temps encore de questions sur toutes ces choses. Oui, on a encore un tout petit temps de questions, à moins que tu aies des choses à rajouter, Laurent. Non. Oui, enfin, éventuellement, juste sur un point que tu évoquais, c'est celui de l'absence de contrepartie. Alors, effectivement, il n'y a pas de contrepartie directe, sauf dans une certaine mesure, puisque l'administration fiscale elle-même admet que s'il y a une disproportion marquée entre le don qui est effectué par l'entreprise et la contrepartie reçue par celle-ci, eh bien, ça ne remet pas en cause l'intention libérale attachée
au mécénat. On parle de disproportion marquée. Ainsi, l'administration fiscale nous dit qu'il n'est pas normal que l'entreprise, comme c'est le cas sur la précédente diapositive qu'on a vue, associe son nom et sa dénomination à l'opération de mécénat qui est réalisée. Ça va même un petit peu plus loin, puisque on admet aujourd'hui que si il y a une contrepartie qui est inférieure ou égale au quart du montant du don effectué, eh bien on reste dans cette notion de disproportion marquée et que ça ne remet pas en cause le caractère d'intérêt général de l'intervention de l'entreprise. Voilà. Oui, monsieur. Alors, on va vous apporter un micro. Merci. Mettons-nous dans le cas d'une entreprise qui... J'ai un exemple très précis en tête, donc je vais essayer de maquiller le cas pour ne pas le rendre trop reconnaissable. Une entreprise qui veut faire une opération commerciale et qui se met en cheville avec un club service en lui disant, écoutez, voilà, j'organise une manifestation et si vous, au travers de votre réseau relationnel au sein du club service, vous m'apportez 100 personnes, je verse à une association de votre choix 15 € par participant. Est-ce que c'est une opération qui peut être intégrée dans une opération de mécénat entre guillemets? C'est-à-dire que l'argent va être effectivement versé à une association reconnue d'intérêt général. En revanche, l'entreprise va bénéficier d'une contrepartie qui, elle, sera directe, c'est-à-dire elle va capter une centaine de prospects supplémentaires grâce à l'intervention du club service. Oui. Présenté de façon aussi abrupte, je dirais non. Pourquoi? Parce que ce qui sous-tend l'opération de mécénat, c'est l'intention libérale. C'est véritablement de venir financer une action d'intérêt général. Alors que là, la démarche, c'est-à-dire la première intention de l'entreprise, c'est le développement et la réalisation d'une mission d'intérêt général. C'est d'une opération commerciale. Donc du coup, sous cet angle-là, non. Si en revanche l'entreprise va voir ce même club service en lui disant bah, écoutez, c'est formidable ce que vous faites et on va organiser une manifestation pour promouvoir telle mission d'intérêt général que vous portez à tel endroit, je finance la salle, les pifours, la communication, etc. Je veux juste que vous me laissiez 5-10 minutes à la fin pour vous expliquer ce que je fais et comment je fonctionne. Là, oui, vous êtes dans de l'intérêt général. Mais vous voyez, la démarche n'est pas la même. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, Jacques Fabry. D'abord, je voudrais féliciter la Chambre de commerce d'avoir organisé un débat sur ce thème qui me semble important et pas toujours très bien connu. Et ça me paraît tout à fait fondamental. Et puis aussi la Fondation Neurodis, que je connaissais et qui fait un excellent travail. Donc c'est bien qu'elle ait été présentée aujourd'hui. Je veux simplement rebondir sur une chose. Moi, je suis concerné par les deux côtés, en quelque sorte. J'interviens comme mécène à titre personnel ou à titre d'une société. Voilà. Et puis j'interviens aussi comme organisateur de manifestations qui recherchent des contacts pour des mécénats, notamment dans la région du Val-de-Saône, où j'habite et où je développe des activités en relation avec les arts plastiques et notamment la sculpture. Et sur ce que vous avez dit, moi je réagirais sur deux choses qui me semblent importantes. D'une part, cette idée que le partenariat il doit être travaillé et négocié. C'est pas simplement une lettre qu'on envoie, un dossier qu'on envoie, puis un chèque qui est décidé, plus ou moins. Mais ça doit être quelque chose qui est véritablement fondé sur un dialogue. Et en dialoguant, on trouve des choses. On trouve des trucs astucieux qui ne sont pas toujours financiers, qui sont des aides concrètes. Pour le Harfarin, par exemple, Sculpture et Parc en Val-de-Saône, on a des entreprises qui prêtent un matériel, qui se mettent en recherche d'un moyen de transport,
qui aident pour la communication vis-à-vis de leur public. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas financières, mais qui sont tout à fait essentielles pour soutenir des opérations d'intérêt général, où il s'agit de faire rencontrer, en l'occurrence des artistes et un public, et éventuellement même des aménageurs, pour s'intéresser à l'art d'aujourd'hui. Donc c'est un point important d'avoir ce dialogue, qui n'est pas toujours facile à nouer, parce que dans un premier temps, le réflexe c'est de dire bon, bah, c'est quelqu'un qui vient chercher 3 sous. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut trouver, c'est quelque chose de beaucoup plus régulier, fondé, et qui fait l'objet d'un dialogue, d'une réflexion commune. La deuxième chose, et alors c'est quelque chose mais qui va dans le même sens d'ailleurs, on a plusieurs types de partenaires dans une opération culturelle un peu ambitieuse. Il y a certains partenaires qui sont des partenaires importants, une banque, une compagnie d'assurance, qui vont effectivement s'engager avec des fonds qu'elles ne vont pas tellement compter parce que pour elles, c'est un problème d'image, on va dire. Mais on a aussi des partenaires qui sont plus modestes et qu'il faut aussi valoriser. Et donc, nous, on met ça dans un club de partenaires qui n'est pas forcément le même type de partenariat, mais qui est des partenariats, justement, comme je le disais tout à l'heure, plus concrets, plus ciblés, mais qu'il faut valoriser aussi. Et on est dans cette réflexion de savoir comment on peut valoriser tout le monde. Bon, il ne s'agit pas de faire un renvoi commercial, bien évidemment, ce n'est pas notre propos en l'occurrence, mais il faut qu'il y ait une véritable valorisation si on veut que ce lien que l'on crée soit un lien durable et au bénéfice de tout le monde. Voilà, c'est juste une petite remarque qui allait un petit peu dans le sens que vous venez de dire. Absolument, je souscris complètement à vos propos. Oui. À tel point que je pense que ça montre aussi le fait que le mécénat est arrivé aujourd'hui, ou le mécénat d'entreprise en tout cas, à un certain point de maturité où l'entreprise elle ne fait pas un chèque pour se débarrasser du problème en disant tiens, il y a le club omnisport du village où j'ai le lieu de mon siège social qui me demande de l'argent, je suis obligé de donner. Et on fait le chèque et on se débarrasse. C'est extrêmement dommage de réduire le mécénat à ça. Et aujourd'hui, je pense que justement, le fait que l'entreprise doive justifier son intervention au regard de son intérêt social doit nourrir cette réflexion en disant mais pourquoi est-ce que je le fais et finalement, quel est notre enrichissement pas seulement financier, mais social, culturel, autour de la réalisation de cette opération. J'ai mené cette réflexion il n'y a pas très longtemps avec une jolie entreprise de travaux publics qui était très très sollicitée parce qu'un acteur local régional important mais qui donnait à droite à gauche et on a décidé de créer un fonds de dotation d'entreprise mais pour créer justement cette politique de mécénat et donner du sens à l'intervention de l'entreprise dans ce domaine. C'était une façon de construire sa démarche et son image autour de son action de mécénat que de toute façon, elle faisait un petit peu par défaut. Voilà. Vous expliquez très bien les choses. Si vous avez un peu de temps, je vais vous recruter pour aller voir les gens à droite à gauche. Bonjour, moi j'avais une question par rapport aux professions libérales qui ont une profession qui est extrêmement réglementée en termes de communication et je voulais savoir si elles pouvaient utiliser le mécénat auprès d'associations ou de réseaux divers d'entreprises et de dirigeants pour développer leur clientèle. Est-ce que c'est possible ? Pour développer sa clientèle, je veux dire, non, ça participe de la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Que ce soit un effet induit que la politique de mécénat de l'entreprise ou de la profession libérale en l'espèce soit un effet induit de son action de mécénat, oui, très bien. Nous on le fait, le cabinet Del Sol Avocat, on a créé un autre fonds de dotation. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on n'aurait pas créé de fondation d'entreprise, c'était trop compliqué, c'était trop impliquant. Le fonds de dotation était à notre portée organisationnelle et financière.
Mais je peux vous dire que ça fait quoi maintenant 4 ans qu'on a ce fonds de dotation. On en est absolument ravis parce que c'est vrai qu'en termes de communication et d'image, c'est bien. Alors je ne sais pas si ça participe directement au développement de notre clientèle, mais en termes de notoriété, c'est très bien. Et c'est en ça qu'il faut donner du sens à son mécénat. Je crois qu'on est pratiquement arrivé à la fin. Je laisse la parole à Claire pour le mot de la fin. Bon, pas vraiment de mots de la fin. Je voudrais juste de nouveau remercier Laurent Betstren d'être venu, même si tu es voisin et donc tu es sur ton territoire aussi, dans tes terres. Mais en tout cas, merci. Donc pour en savoir plus et effectivement pour plus d'informations, Maître Betstren est encore là un moment, mais surtout, moi, je vous recommande effectivement la lecture de son ouvrage. Vous avez ici des flyers, donc qui est paru cet été. Donc, c'est vraiment le plus à jour possible de toute la réglementation et de tous les tenants et les aboutissants du mécénat d'entreprise. Voilà. Et puis, pour ce qui est de la Fondation Neurodis, si vous voulez en savoir plus, on a un stand au sein du salon. Et puis, surtout, et voir ce qu'on fait en termes de recherche. Je vous invite à aller tester un petit peu, tester votre cerveau sur les différentes animations du pôle qui est juste derrière nous. Merci de votre présence et à plus tard.